Donc, je m'appelle Jérôme Denis, je suis le directeur du Centre de sociologie et d'innovation à l'École des Mines de Paris, le CSI, qui est un des centres des sciences sociales de l'École des Mines, avec beaucoup de travaux très différents, mais une très longue histoire pour ceux qui sont dans le monde académique, de ce qu'on appelle la théorie de l'acteur réseau, la sociologie de la traduction, et en tout cas un intérêt particulier pour faire une sociologie ou des sciences sociales des choses et des objets techniques, en plus des humains et des relations humaines. Et je vais vous parler aujourd'hui, à la demande de NEC, à l'invitation de NEC, d'un titre que j'ai pas vraiment choisi, donc vous verrez que ça ressemblera un peu, mais pas complètement. Mais j'ai essayé que ça ressemble un peu. Enfin, surtout la question de la durabilité de demain. Si vous venez pour ça, vous pouvez peut-être aller voir un autre truc tout de suite, parce que je ne saurais pas répondre, hein, évidemment. Mais bon, je pense que ça, vous l'aviez deviné. Je vais vous parler, je vais commencer par ça, juste pour vous donner un petit élément de contexte, parce que c'est ça qui vaut aussi l'invitation, à partir d'un livre que j'ai publié avec David Ponty, mon collègue et ami de très longue date, qui est sorti à la découverte à l'automne 2022, qui s'appelle « Le soin des choses, politique de la maintenance ». Et en fait, la demande des organisateurs, organisatrices du NEC était d'essayer de voir les liens entre ces questions qu'on soulevait dans le livre et le numérique, avec plein de guillemets à numérique. Il y a très peu de numérique en fait dans ce livre, alors même que j'ai un autre intérêt, j'en parlerai un tout petit peu sur la question des données, de leur fabrication et de leur entretien, mais on en a très peu mis dans ce livre-là. C'est beaucoup plus un livre qui essaye de faire le lien entre des objets très très variés, puisqu'on fait une comparaison, par exemple, entre la signalétique du métro et le corps de Lénine et la Joconde. En fait, c'est un livre qui rassemble une quinzaine d'années de travail en commun et avec une sorte de communauté de recherche qui essaye justement d'interroger la question de la maintenance dans on va dire une définition ou une appréhension très large, comme en fait un art de faire durer les choses. Donc c'est vraiment une question très très large. Qu'est-ce que ça veut dire de faire durer des choses ? Et on le saisit comme ça, donc en essayant le plus possible d'élargir le type d'objets qui sont concernés par ça. Et donc les raisons pour lesquelles on cherche à faire durer, les manières dont les êtres humains se posent ces questions de la durée matérielle. Et on l'attrape autour de la notion de soin, qui est directement discutée, alors je ne vais pas rentrer dans des détails là trop théoriques, mais qui est directement discutée avec et en dialogue avec les théories dites du care, mais le soin est un très beau terme en français, notamment parce que soin veut dire se soucier d'eux aussi. On n'a pas besoin de faire le off, le about, le etc. qui est rajouté dans les théories du care pour rajouter des termes à care. Un soin, c'est un très beau terme en français. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'en fait, on s'intéresse donc à la maintenance, à la question de comment on fait durer des choses, à la fois en termes pratiques, en termes d'art de faire, on pourrait dire, à la de Certeau, mais aussi comme une inquiétude anthropologique. Vraiment quelque chose qui est un truc qui traverse. Alors, on n'a pas fait l'histoire de l'humanité, et on ne la fera pas, mais on fait l'hypothèse que c'est quelque chose qui traverse en fait l'humanité depuis très très longtemps. Alors même qu'on a raconté l'histoire de l'humanité en général à l'aune de l'homo faber, c'est-à-dire celui qui fabrique. Et ben nous on dit bah oui, mais enfin pas que nous, hein, évidemment. Il y a aussi l'homo ténéo, celui qui fait tenir les choses qu'il a fabriquées, voire celles qu'il n'a pas fabriquées. Alors l'hypothèse qu'on fait et le boulot qu'on fait avec ça, c'est qu'en fait ça change beaucoup de choses si on s'intéresse à ces personnes-là plutôt qu'à celles qui inventent, qui fabriquent, ou celles qu'on dit qu'elles ont inventées et qui ont fabriqué. Et que peut-être d'ailleurs la distinction est pas si simple, peut-être que, etc., etc. Donc je vais déplier un peu tout ça. Le geste, on le comprend assez bien, c'est déjà un geste de prise de distance de l'obsession pour l'innovation disruptive, grosso modo. C'est-à-dire, oui, certes, il y a de l'innovation disruptive. Bon, il faudrait même, mais ici, il y a plein de gens qui s'intéressent à ces questions-là, rediscuter et recomprendre dans quelles conditions est-ce qu'on caractérise la disruption. Mais il y a aussi le travail très lent, répétitif, routinier, fait par des gens qu'on ne voit pas, qui sont dans certains domaines plutôt des femmes, plutôt des personnes racisées, qui continuent de faire exister ces machins qu'on a inventés à un moment donné. Et puis la disruption, elle est possible en général, on va parler un peu d'infrastructure, parce qu'il y a tout un tas d'arrière-plans
techniques, matériels, normatifs, sociaux, légaux, qui permettent de produire cette disruption. Donc l'idée, c'est surtout un arrière-plan, hein. C'est pas du tout de dire qu'il n'y a pas d'innovation, par exemple, dans la maintenance, ce serait absurde, mais c'est plutôt de remettre la maintenance pour la discussion, pour l'analyse, pour la compréhension de certaines choses qui se jouent, à l'avant-plan, à l'avant-scène de ce qu'on fait compter. Puis le deuxième petit écart, sur lequel on reviendra peut-être dans la discussion, parce que je pense que j'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, c'est de dire que c'est pas non plus la réparation, au sens un peu où on l'entend depuis quelques années. Pourquoi ? Parce que dans cette espèce de vision de la réparation, réparer le monde, réparer l'océan, réparer l'humanité, il y a souvent quand même la figure du héros, très souvent masculin, qui va arriver à réparer quelque chose qui est cassé, et donc le remettre en ordre. Et on va le voir dans plusieurs exemples que je vais prendre tout à l'heure. La question de la maintenance, c'est plutôt un truc qui n'est pas du tout une remise en ordre, c'est plutôt un accompagnement d'un truc pour que ça continue à peu près de durer. Alors derrière durer, je déplierai un tout petit peu ça, il y a plein de choses qui se jouent évidemment selon les situations. Mais c'est pas tout à fait la même chose que la réparation au sens le grand geste réparateur. Donc, et là aussi, l'idée, c'est plutôt de mettre en avant-plan et à l'arrière-plan, c'est de dire qu'il y a plein d'actions de réparation, évidemment, qui sont super importantes, mais qu'est-ce qui se passe après qu'on répare ? On continue à entretenir. Alors on répare plus, parce que sinon ça veut dire que c'est pas réparé, mais on continue à entretenir. Et qu'est-ce qui se passe avant ? On essaye que ça casse pas, grosso modo, pour le dire aussi bêtement que ça. Et la maintenance, c'est quelque chose autour de ça. Alors après, les professionnels de la maintenance, le monde vraiment de la maintenance professionnelle a des termes techniques pour parler de ça, maintenance préventive, maintenance curative, etc. Mais on s'intéresse pas qu'aux professionnels, hein. L'idée, c'est justement de se dire que il y a évidemment des métiers de la maintenance qui sont très différents, qui posent des questions très très différentes selon les situations, mais en fait, il y a des pratiques de maintenance qui sont des pratiques que vous toutes et tous, et moi y compris, accomplissons régulièrement ou pas, justement, tous les jours, quasiment. Et donc l'idée de ce livre, et c'est ce que je vais essayer de tricoter là, c'est se dire qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on comprend si on fait compter la maintenance, si on la met en avant dans les descriptions qu'on fait, et si on essaye de la faire importer, au sens de matter en anglais, si on se dit, tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire si on la fait compter, surtout dans les situations dans lesquelles elle compte pas. Parce qu'il y a des situations où elle compte, hein. Dans le nucléaire, par exemple, on sait à peu près que la maintenance compte. C'est comme ça qu'on découvre certaines choses. Alors, il y a des tensions, il y a justement... il y a toujours entre la SN et EDF des discussions très longues sur est-ce que vraiment ça fait partie de ce que devraient faire les mainteneurs ou pas, etc. Mais on sait que c'est important, on met de l'argent dedans. Il y a d'autres endroits, on verra, où c'est plus tendu. Et puis il y a d'autres endroits où carrément on ne s'en rend pas compte du tout. Ou en tout cas une partie des gens, usagères ou dans des entreprises, quelles qu'elles soient, on ne se rend pas du tout compte que c'est quelque chose d'important. Donc là, le point est plutôt d'aller de ce côté-là. Donc, pour le dire très simplement, plutôt que d'aller du côté vraiment des endroits où il y a des gros risques industriels et où il y a de la maintenance industrielle qui est évidente, dans l'aviation par exemple aussi, on va se déplacer ailleurs. Après, dernier point et dernier élément de cadrage sur ce livre et ce qu'on y a fait, c'est un livre plutôt grand public, en tout cas c'est pas un livre académique classique, et c'est un livre qui est bourré d'histoires. Le but du jeu, c'est de raconter des histoires, toutes très variées, certaines plutôt marrantes et d'autres un peu plus lourdes. Mais le but du jeu, c'est de partir d'histoires pour aussi comprendre que c'est une affaire en fait très quotidienne n'est pas forcément le bon terme, même s'il y a beaucoup de ça dans la maintenance, mais c'est quelque chose de très concret, de très pratique. C'est des problèmes pratiques. Et on le raconte toujours, parce que c'est un livre qui est dans une collection de philosophie qui s'appelle Terrain philosophique, qui est dirigé par Mathieu Pot-Bonneville et Yves Citon. On raconte toujours que nous, ce qui nous intéresse, c'est que en fait, si on accompagne les gens qui prennent soin des choses, donc mainteneuses, mainteneurs au sens large, on comprend certains éléments de la philosophie, de l'anthropologie très générale, parce que c'est le problème concret des gens. Et on va voir que faire durer quelque chose, ça pose en fait des questions pratiques qui sont des questions philosophiques en fait, sur laquelle je vais revenir petit à petit. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'au lieu que ce soit fait uniquement dans un cadre entre guillemets mental, ce sont des pratiques très très concrètes et qui se tartent des problèmes de matière, des problèmes aussi légaux, des problèmes de faisabilité, etc., etc. Donc, des histoires, et la demande de NEC, et pourquoi je suis là, c'est de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire d'essayer de penser à ça pour le numérique ?
Qu'est-ce que ça peut faire compter? Qu'est-ce que ça amène comme question un peu devant, qui sont peut-être pas celles qui sont les plus discutées quand on parle de numérique. Alors en même temps, chez Numérique en commun, que je connais un peu, et j'étais venu déjà il y a quelques années à Nantes, il me semble, ce sont des questions qui ne sont pas complètement nouvelles, et il y a plein de gens ici qui auront déjà en tête des choses sur lesquelles je vais rebondir, et qui pourront sans doute aussi, et c'est aussi pour ça que je voulais laisser un peu de temps pour la discussion, témoigner tout simplement de qu'est-ce qu'ils font pas, qu'est-ce qu'on fait pas dans leur domaine. Mais malgré tout, c'est aussi l'endroit, le numérique, bon, évidemment, il faut mettre vraiment beaucoup de guillemets avec le numérique, c'est l'endroit un peu parfait pour oublier qu'il y a de la maintenance aussi. Hein. Je pense que toutes les tables rondes de l'IA depuis 2 ans, il n'y en a pas beaucoup qui ont parlé de maintenance, par exemple. Il y en a un peu qui ont parlé d'empreinte environnementale, si elles sont un peu énervées, mais sinon... et puis, bon, par contre, de l'éthique, au sens un peu... désincarné de l'éthique, c'est plutôt de la morale d'ailleurs que de l'éthique, il y en a plein. Alors même que les questions d'éthique situées, pratiques, comme dans le soin aux personnes, sont cruciales dans la maintenance. Et c'est pas du tout la même chose que les grands principes moraux ou les dilemmes ou ce genre de trucs qui sont faits de manière complètement désincarnée. Donc je vais essayer de tirer quelques lignes qui sont des choses, qui sont des sortes de résultats ou de lignes de fuite du bouquin, qui parlent très peu de numérique, et de voir ce que ça peut vouloir dire pour les choses que je connais un peu du numérique, sans être un grand spécialiste de tous ces domaines-là, loin s'en faut. Donc, alors c'est là que... Hop. Il y a un premier truc qui est tout simple et que j'ai commencé à évoquer, mais qui pose en fait très vite des questions pratiques pas évidentes. C'est que quand on s'intéresse à la maintenance, en fait, on découvre, on comprend, mais on découvre littéralement, parce que dans plein de domaines, on ne le sait pas, on s'en doute parfois, mais on ne le sait pas, qu'il y a beaucoup d'activités qui sont mises en place qui servent en gros à accompagner des technologies, des objets techniques, des infrastructures, des milieux, des environnements, après leur conception et leur déploiement. Alors, dit comme ça, c'est une espèce d'évidence énorme, mais quand on s'intéresse aux infrastructures, par exemple les ponts, et quand on s'intéresse au béton armé, par exemple, on se rend compte qu'il y a des endroits et des domaines dans lesquels on a investi précisément en disant qu'on n'aura pas à s'en occuper. Et il y a un jeune chercheur qui s'appelle Martin Denoun qui est en train d'essayer de monter un projet autour du béton armé, par exemple, qui est un super cas. Il a bossé sur le nucléaire avant, ce qui n'est pas complètement anodin. C'est un super cas où, en fait, on a fabriqué un matériau, donc du béton à l'intérieur duquel on met du métal, on enferme de l'acier, en disant ça va durer pour toujours, on n'aura pas besoin de s'en occuper. Il y a une très bonne thèse qui est en cours en ce moment à la FNCCR, je ne mettrai pas mais cette personne est dans la salle, qui montre précisément qu'un des grands débats sur les infrastructures, la question des réseaux, etc., je peux quand même dire son nom, c'est Hafid Haït Sidiamou, qui montre que une partie du déploiement des infrastructures est accompagnée d'un discours de nécessité de baisse notamment des coûts de fonctionnement, pour le dire très simplement. Et vous savez bien, si vous êtes un tout petit peu autour des collectivités ou de certaines entreprises, que les coûts de fonctionnement, c'est pas bien, les coûts d'investissement, c'est bien. Les coûts d'investissement, c'est quoi? Du déploiement, de l'installation. Les coûts de fonctionnement, c'est de la maintenance, c'est de l'entretien. Mais grosso modo, alors il y a plein de manières de dire ça, il y a des manières très pratiques comme celle-là. Combien j'ai de personnes qui s'occupent de cette jetée, par exemple? Combien de fois ils y vont? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils regardent? Etc. Et puis il y a des questions très génériques, très globales, très anthropologiques, de dire les choses ne tiennent pas toutes seules. Et donc il y a toujours cette question, ça très vaste, on va dire, anthropologique, de comment est-ce que, grosso modo, on continue d'accompagner les choses qu'on a fabriquées et qu'on a déployées. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a des enjeux de conception qui sont super importants, mais la question du déploiement qui est souvent cruciale dans le numérique, comment on déploie, combien on déploie, et dans les infrastructures, avec des programmes, par exemple, de la Banque mondiale dans les Suds, si on prend, je sais pas, le photovoltaïque, par exemple, on voit très bien, il y a des travaux qui commencent à le montrer, que les programmes de financement sont obsédés par des résultats de déploiement, combien vous déployez. Mais est-ce que les trucs durent ou pas? Est-ce qu'il y a des financements pour les faire durer, etc. Ça n'existe pas. C'est pas financé, c'est pas du tout contrôlé, c'est pas vérifié, c'est pas surveillé, et ça fait pas partie du problème. Alors évidemment,
c'est corollaire aussi avec quelque chose que j'aurais pas du tout l'occasion de discuter là, c'est la production de déchets. C'est voilà, si les choses ne durent pas, certaines de ces choses-là deviennent des déchets ou deviennent dangereux. Donc, et finalement, je parlais des connexions avec les théories du care, à la question du soin, etc. Bon, ben, c'est aussi bête que ça, c'est-à-dire que il y a des personnes. Et finalement, ce que les théories du soin ont mis en avant aussi, c'est qu'en gros, on a besoin les uns des autres, pour le dire un peu simplement, et peut-être un peu naïvement, mais qu'en fait, on ne vieillit pas, ou on vieillit pas très bien tout seul. Et en tout cas, on vieillit plus tout seul depuis très longtemps, quoi. Et c'est pareil, en fait, pour les choses et pour les infrastructures. Alors évidemment, c'est très loin d'être anodin pour le numérique. Il y a plein de domaines pour lesquels c'est une question très sensible. J'en prendrai un parce que c'est le premier sur lequel j'avais l'occasion de travailler avec Samuel Goïta, qui parle en même temps dans une autre salle et qui était mon premier doctorant, le premier doctorant que j'avais accompagné. C'est quelque chose qui nous a très vite interpellé sur les politiques d'ouverture des données. Donc Samuel, il était aussi le cofondateur du chapitre français de l'Open Knowledge Foundation. Il était obsédé par il faut ouvrir, il faut ouvrir, il faut ouvrir. Vous le savez, c'est encore un grand débat. Il faut ouvrir les données, il faut faire des portails, des machins, etc. Mais il y a un vrai biais dans cette manière-là d'insister sur la question du moment de l'ouverture. C'est qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe l'année d'après, qu'est-ce qui se passe 2 ans après. Et dès qu'on rentre dans la question de que veut dire maintenir un portail d'open data, en fait, on a des questions très pratiques qui sont passionnantes, qui sont des questions de, alors, est-ce qu'on écrase les jeux de données année par année? Est-ce qu'on fait du versionning? Comment on fait du versionning? Comment on met à jour? Qui s'en occupe? Quel est le financement? Alors, à l'époque où Samuel avait fait sa thèse, il n'y avait pas de financement pour l'ouverture en général, parce qu'on pensait qu'il y avait un robinet à donner quelque part. Donc là, petit à petit, ça a changé. Mais le financement pour entretenir un flux, parce que c'est quelque chose comme un flux de données ouvertes. Alors celui-là, il est compliqué à attraper. Et celui-là, il est compliqué à justifier. Et puis, il est techniquement compliqué à mettre en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une règle très simple autour de laquelle tout le monde serait d'accord pour dire on met à jour tant par mois, par an, avec ces principes-là, ce standard-là, etc. Donc c'est un des exemples, il y en a plein sur la question de cette tension entre déploiement et accompagnement, on va dire, et maintenant c'est entretien. Mais c'est une question qui est super intéressante parce que... Alors pourquoi elle est intéressante? Parce qu'en fait, quand on regarde les solutions qui sont inventées, ça c'est vrai à peu près pour toutes les questions que je vais évoquer, c'est parce qu'il y a évidemment plein de gens qui se posent ces questions-là, et il y a plein de gens qui les traitent, il y a plein de gens qui les mettent en œuvre, qui mettent en œuvre des politiques de mise à jour des données ouvertes. C'est le cas chez, évidemment, data.gouv.fr. Bon, c'était un des débats chez Etalab au moment où... Etalab a vécu plein de vies, mais au moment où la question d'Etalab s'était organisée autour d'être plutôt justement une infrastructure, quelque chose comme une aide à l'infrastructure des données de l'État, des données ouvertes. Quand on regarde comment les gens inventent et se posent ces questions, pratiquement, on découvre des choses absolument passionnantes et des choses qui sont circulables d'un monde à l'autre. C'est aussi l'objectif un peu, nous, de notre collectif. Alors, j'ai pas parlé du fait qu'il y avait quand même une communauté de recherche autour de la maintenance et de la réparation internationale qui est assez passionnante, avec des gens formidables, dont des gens qui travaillent sur le numérique, que j'aurai l'occasion de citer tout à l'heure. Mais l'idée est bien celle-là, c'est de dire comment les gens se tartent ces questions-là, comment ils discutent, comment ils font entrer en politique ces questions et en pratique, comment ils valorisent aussi les choses, combien ça coûte, comment ça s'organise, comment ça se met en place, et comment ce type de questions et ce type de solutions qui sont inventées, par exemple dans le domaine de la data, peut circuler dans d'autres domaines et peut profiter, si on les traduit, peut-être dans un niveau supérieur de questionnement, par exemple accompagner les choses, un terme un peu générique, mais qui n'est pas complètement anodin. Alors, deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est presque le point de départ en fait du livre et de nous, notre compréhension de pourquoi la maintenance était importante, et de la discussion avec le soin et les théories du care. En fait, si on maintient, si on essaye de faire durer, si on partage cette inquiétude de faire durer quelque chose, c'est forcément qu'on reconnaît que les choses sont fragiles. D'accord ? C'est vraiment justement parce qu'on assume que les choses ne vont pas durer d'elles-mêmes. Elles ont une forme de fragilité. Et ça, c'est le point de départ des théories du care qui disent on est tous... Alors,
dans la théorie du cœur, c'est plutôt le vocabulaire du vulnérable qui est mis en avant. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, on préfère fragilité. Mais on est tous fragiles. Donc personne n'est autonome, pour le dire encore autrement. Ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, on a besoin les uns des autres. Et il y a une fragilité qui est l'état normal, en fait, du monde. Les êtres humains sont des êtres fragiles parce qu'ils vieillissent et ils meurent. Bon, déjà, ça, c'est simple. Mais en fait, la matière, c'est la même chose. Et les sciences des matériaux le savent très bien. Et alors, dans le numérique et dans certains domaines du numérique, c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à complètement effacer, oublier, mais qui en fait pose tout un tas de... Alors, et à la fois oui et non, justement parce que je vous ai mis ces illustrations-là, qui sont pas là, qui sont là, que je vais faire apparaître. Il y a quand même une négation forte ou une prétention à la non-fragilité dans le monde ingénieur. Donc moi, j'enseigne à des ingénieurs depuis que je suis enseignant-chercheur, parce qu'avant j'étais 12 ans à Télécom Paris. Il y a quand même cette idée que la fragilité, c'est un écart, en fait. C'est pas l'état normal du monde. L'état normal, c'est quand ça marche bien. Puis ça rentre en fragilité, ça se dégrade, ça s'abîme, etc. Mais c'est un écart. Le renversement que font les théories du care et du soin, et qui est quelque chose qui est systématique quand on étudie, quand on suit, on accompagne n'importe quelle mainteneuse ou mainteneur, c'est que non, la fragilité, c'est l'état normal du monde, et donc on y fait attention. Là, je viens de griller mon slide d'après, mais c'est pas grave. Enfin, dans certains domaines de l'informatique, c'est une question qui est assez évidente et on en parle sans arrêt à l'aune de la question de la sécurité informatique et justement des vulnérabilités, etc. Et on a des tonnes et des tonnes de super travaux qui racontent ça. Récemment, Laura Koch a sorti Fragile Computing, qui est un super livre qui fait vraiment une ethnographie, un accompagnement de ce que ça veut dire au quotidien de bosser dans la sécurité informatique et qui donne à voir vraiment plein de choses super intéressantes et qui donne notamment à voir une chose, c'est-à-dire forcément les choses sont fragiles, elles sont vulnérables, et dans le monde de l'informatique, en fait, c'est assez curieux, parce que depuis très longtemps, on a eu ce double discours qui était de dire équipez-vous. Je suis vieux, donc je sais ce que ça voulait dire, non, mais utilisez un ordinateur, utilisez le mail, utilisez Internet. Et en même temps, quasiment les mêmes acteurs disaient, par contre, faites gaffe, c'est hyper fragile. Et je me souviens qu'au départ, moi, quand j'avais commencé à travailler là-dessus, je trouvais que c'était une sorte de paradoxe, une sorte de contradiction, etc. Mais en fait, non, c'est vraiment typiquement une situation dans laquelle on assume dès le départ la fragilité de la chose. Le point central, et on va y revenir évidemment, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette fragilité-là, mais on l'assume comme un point de départ. Et en fait, si on l'assume, ça veut dire qu'on compose avec, on fait avec, on se débrouille avec comme on peut, et y compris avec des petites actions très quotidiennes. Et c'est vrai, ce qui est intéressant dans les travaux qui sont faits, c'est que, donc là, je pense aussi à la thèse récente de Sylvain Besançon, qui a sorti 1 ou 2 papiers aussi, notamment sur la faille e-fail, je ne sais pas si certains connaissent cette histoire-là, qu'il a étudiée de très près, parce que c'est arrivé à peu près au moment où lui commençait sa thèse, et qui est absolument passionnante, et qui raconte que, en fait, dans le monde de la sécurité informatique, on a ces grands événements et on a l'impression qu'il y a justement un côté un peu réparation. Il y a une grande casse, le pont de Gênes aussi, qu'on raconterait dans les infras, et puis des gens qui vont réparer, qui vont remettre les choses en place. Mais lui, il est allé voir ce qui s'est passé autour de cette faille-là. Il dit oui, évidemment, il y a eu ce moment-là, scandale, discussion, débat, etc. Mais en fait, il y a eu aussi un travail avant et un travail après qui ont continué de faire exister notamment le protocole OpenPGP au quotidien, avec des débats, des questions sur est-ce qu'on va y arriver ou pas, mais c'est un travail de routine, entre guillemets, qui compose avec cette fragilisation. Et l'intérêt de l'entrée par la maintenance plutôt que les grands moments de réparation, c'est en fait justement de sortir de l'événementiel pour dire qu'il n'y a pas un moment donné où ça se réapaise. Pour plein d'acteurs et d'actrices, c'est tout le temps quelque chose qu'il faut surveiller. Alors évidemment, c'est vrai pour le software, cette question de partir de la fragilité comme point de départ. Les choses sont inévitablement fragiles jusqu'à un certain point. Elles ne peuvent pas ne pas être fragiles, pour le dire autrement. Toute prétention à c'est solide pour toujours et pour tout le temps est un coup de force, on va dire, pour le dire autrement.
C'est vrai dans le software, et c'est assez évident dans le software, pour plein de raisons que j'évoquerai aussi un petit peu après, mais évidemment, c'est vrai aussi matériellement, dans plein de situations, parce que, en fait, tout simplement, la question de la maintenance, c'est un super opérateur pour faire apparaître des matériaux. Du cuivre, de la fibre, des câbles, des bâtiments, etc., etc. Alors, on a un cas, je l'ai sorti que sur mon ordi, on a un cas magnifique en ce moment, que certains ici sans doute connaissent bien, qui est un cas intéressant parce que d'habitude, c'est un certain temps après le déploiement qu'on commence à s'inquiéter de la fragilité infrastructurelle du monde. Bah là, en l'occurrence, sur la fibre, bon, c'est à peu près 15 jours après le déploiement qu'on commence à s'inquiéter. Et l'ARCEP fait un super boulot en ce moment avec beaucoup d'autres. C'est une question à laquelle beaucoup s'intéressent. Mais de cette espèce d'observatoire de qualité du réseau de fibre, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il est il est vraiment très fragile. J'imagine qu'il y a plein d'entre vous qui ont déjà vu ce que c'était que la fibre et que sont ces tablettes. C'est effectivement vraiment très fragile. Et cette fragilité, elle va avec la technologie elle-même, qui est très fine, qui est très légère, qui permet de démultiplier, etc. C'est effectivement très fragile. Et par ailleurs, justement, les conditions de son déploiement ont comme accentué ou démultiplié les conditions de sa fragilité. Alors, deux choses peut-être là-dessus. C'est un bon cas, il y en a d'autres. Hein. Il y a notamment la question de la fragilité des réseaux enterrés, autre sujet que Afid mettra en avant dans sa thèse prochainement. Je mets des coups de pression, t'avais qu'à pas venir. Hein. Mais qui est extrêmement intéressant. C'est cette question de l'enfouissement produit des formes de fragilité spécifiques, puisqu'il se trouve qu'on fait des travaux et qu'on désenfouit aussi régulièrement. Mais en gros, c'est d'abord un point important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de personnes qui s'intéressent à cette version-là de la fragilité du numérique, c'est-à-dire une fragilité matérielle. Premier point. Deuxième point, c'est une fragilité qui est accentuée par le dérèglement climatique, très fortement. Alors si on sort du numérique 2 secondes, mais ce serait le cas aussi pour le numérique, si on va voir l'eau, si on va voir l'électricité, par exemple, RTE a des manières aujourd'hui d'entretenir son réseau qui se transforment à l'aune du réchauffement climatique, parce que les températures extrêmes, alors sur les routes aussi c'est le cas, avec des écarts, avec des inondations d'un nouveau genre, etc., etc. Alors des fois ça transforme en allégeant, ah ben oui, il fait un peu plus chaud et ça gèle un peu moins, donc on s'en sort un peu mieux au niveau des routes par exemple, mais souvent ça révèle de nouvelles formes de fragilité, et ça exige de nouvelles formes de maintenance et d'entretien. Donc c'est un point assez fondamental, notamment vraiment si on se penche sur la question des infrastructures, parce qu'on comprend que cette fragilité-là, il y a plus grand monde qui va pouvoir la mettre sous le tapis, pour le dire un peu simplement. Le dérèglement climatique est quand même en train de l'accentuer. Puis il y a un autre aspect qu'on voit très bien sur la question du déploiement de la fibre, c'est que c'est une fragilité, je dis, matérielle, mais étant issu, plus qu'issu maintenant du CSI et défendant cette idée du socio-technique, évidemment, c'est toujours socio-matériel. Et là, cette condition de la fragilité, elle est à la fois propre à la matérialité du réseau fibre, mais elle est propre à toutes les conditions dans lesquelles on a déployé la fibre. C'est-à-dire, on la déploie très vite, avec des objectifs, un peu comme pour le photovoltaïque que j'évoquais autour de la Banque mondiale, avec des objectifs qui sont uniquement des objectifs de nombre de foyers raccordés au premier jour. Raccordés 5 jours après, non. C'est ce qu'essaye de faire l'ARCEP, en disant, mais attendez, on va mettre des objectifs et on va mesurer des choses sur le long terme, sur le moyen terme. Et puis elles sont faites avec le système stock, c'est-à-dire 150 sous-traitants, déjà le FAI qui s'occupe, le FAI qui s'occupe de ça et non pas l'opérateur d'infra, et puis dans le FAI des sous-traitants, etc. Ce qui, là aussi, transforme les conditions de fragilité, les accentue, et qui sont toujours des fragilités, on va dire, socio-matérielles. Donc, on s'intéresse aux gens et aux domaines qui accompagnent les choses un peu dans le long terme, au-delà du déploiement. On compose avec la fragilité, on s'intéresse à la fragilité, on la prend en considération, on ne la met pas sous le tapis, on n'en fait pas un écart à une situation normale, saine, qui serait de la non-fragilité. Et autre point,
là aussi un peu tout bête, mais pas anodin, ça veut dire qu'on est capable de faire attention à la fragilité. Ça veut dire qu'on est capable, par exemple, je reprends le cas du béton armé, qui est un point intéressant. Le béton armé, il se dégrade en fait dans des conditions très difficiles à observer. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du cancer du béton armé, mais grosso modo, l'acier rouille à l'intérieur. On ne voit pas ce qui se passe, ça gonfle et ça pète. Donc le Havre, par exemple, est un peu embarrassé de son patrimoine, mais pas que. Hein, les barrages, les ponts, tout un tas de domaines, parce qu'en fait, on a du mal à voir. Il y a une question d'attention aux signes de cette fragilité-là, qui sont parfois infimes. Et si vous accompagnez des mainteneuses et des mainteneurs un peu partout, la première chose qui va vous sauter aux yeux, c'est qu'ils voient des choses que vous ne voyez pas. Et qui sont capables de voir des choses que vous ne voyez pas. Qu'est-ce que ça veut dire dans le numérique? Plein de choses. Et je vais en profiter pour parler d'une enquête qu'on a menée justement avec Data Activist et Samuel Goeta et Marine Boisson, qui était postdoc autour de cette enquête, qui était autour des données du Covid. Qu'est-ce que ça veut dire de prêter attention à la fragilité des données? On s'est penché sur ce genre de chiffres qu'on a vus pendant le Covid, avec une question qui était comment est-ce que c'est possible qu'au niveau de l'administration centrale, comment on sait le nombre de cas? Voilà. Comment on sait le nombre de morts? Comment on sait le nombre de lits disponibles? Puisqu'on sait, nous, qu'il n'y a pas un tableau de bord et puis un capteur sur chaque lit qui sait ce que c'est qu'un lit Covid, qui sait ce que c'est qu'un lit disponible. Il n'y a pas non plus une puce sur chaque personne qui renverrait, enfin contrairement à ce que certains pensaient, qui renverrait l'état de son état, est-ce qu'il a le Covid ou pas. Puis au départ, il n'y avait pas de test, et puis etc., etc., etc. On sait, c'est... Derrière ce tableau, il y a une infrastructure gigantesque et un process gigantesque pour faire remonter de chaque hôpital. Pour les EHPAD, ça n'a pas marché. Médecin de ville, ça ne fonctionnait pas non plus très bien, mais pour plein de raisons. Mais on va dire de chaque hôpital, pour faire remonter hôpital, ARS, administration centrale, pour qu'on arrive toutes les 24 heures en open data à avoir ces chiffres. Et ce qu'on a découvert autour de plein d'aspects, donc là, c'est une forme de maintenance très particulière, vraiment dans l'urgence journalière, c'est qu'en fait, tout ça tenait en particulier par des gens qui surveillaient les données et s'inquiétaient de leur fragilité. Et par exemple, faisaient des rapports d'erreurs de cohérence sur les remontées, pourquoi on a ces erreurs, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que. Et ça, dans toute la chaîne de remontée des données. Donc dans les ARS, à l'agence du numérique en santé, à la délégation du numérique en santé, etc. Et y compris par des acteurs qui sont devenus un peu les stars du Covid pendant un temps, notamment Guillaume Rosier, Guillaume Saint-Germain, et puis quelques journalistes, j'ai oublié son nom, c'est horrible, la personne du Parisien, par exemple, qui a fait un boulot remarquable, etc. Il y a plein d'acteurs de la société civile, des super users de l'open data, évidemment, qui passaient des nuits entières à télécharger les CSV de Santé publique France et à dire ah, là c'est bizarre, ce pic-là, il n'est pas normal. Et l'administration centrale a eu la grande intelligence de les accueillir, de faire quelques réunions avec eux, via ce truc qui s'appelait Twitter à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était un endroit qui était encore fréquentable, discutant avec eux et acceptant ce genre entre guillemets, c'était pas des critiques, hein, mais acceptant leur aide, et s'est constitué une forme de collectivité, de petit collectif, pardon, qui a pris soin des données, littéralement, en vérifiant systématiquement, en assumant qu'elles étaient dégueulasses. Évidemment qu'elles étaient dégueulasses. Ça, tout le monde sait à peu près que les données sont dégueulasses. Il y a plein de... Dans n'importe quel domaine, on a tout un tas de formes de traitement des données, sauf que là, on ne pouvait pas. On n'avait pas les procédures habituelles de nettoyage, de vérification, etc. Et on mis en œuvre un vrai souci permanent de mise en qualité de la donnée, avec des réunions sur Vaxi, par exemple, le système d'info sur la vaccination. C'était des réunions quotidiennes de plusieurs heures qui ont duré pendant vraiment très longtemps, de mise en qualité des données, où là, on avait tous les acteurs usagers de la donnée. Donc, il y avait la CNAM, il y avait plutôt Santé publique France, donc on va dire plutôt épidémio, plutôt l'adresse, donc la stat publique. Alors, nous, on dit données, mais pour eux, c'est pas du tout la même chose. Hein. Une donnée d'épidémio et une donnée de statisticien public, d'habitude, ils se parlent pas. Normalement, ils se crachent dessus, ces gens-là. Donc, j'exagère, mais à peine. Et là, ils étaient tous autour de la table. Ils disaient, non, mais ça, c'est bizarre. Ça, moi, ça me va pas. Ça, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On remonte ou pas
jusqu'aux établissements. Mais en même temps, les établissements, rappelez-vous, qui allait dire, il reste, oui, aujourd'hui on a 4 lits, machin, 5 lits, etc., en plein milieu de la crise. Pas simple. Alors, on n'est pas allé voir ça, malheureusement. On aurait rêvé, on n'est pas descendu à ce grain-là. Mais soit on remonte, on essaie de faire un process, soit on fait une petite moulinette qui permet de corriger un peu parce qu'on trouve le proxy, le machin qui fait que, etc. Il y a un papier qui va sortir bientôt, un premier papier là-dessus, mais qui raconte un point intéressant sur... alors là, c'est une forme de maintenance très très particulière parce qu'elle est urgente, mais c'est surtout une forme de soin et d'attention à la fragilité où... Nous, notre hypothèse, c'est pour ça qu'on a fait aussi cette enquête-là, c'est que c'est pas ça qui sera raconté dans 2-3 ans dans le « on y est arrivé ». On y est arrivé. On a mis aussi des infrastructures en 15 jours ou 3 semaines en place qui sont absolument dingues et qui sont liées aussi à ce travail-là. Mais le « on y est arrivé » ne va pas tellement mettre en avant le fait qu'il y a eu ce genre de gens qui ont fait ce boulot-là. Et donc c'est ce qu'on voudrait aussi un petit peu mettre en avant. Encore une fois, faire compter ces acteurs-là et faire compter ces questions. C'est bon, à peu près. Bon, donc on accompagne, on dit que la fragilité c'est normal et on prête attention. Encore une fois, c'est des exemples que j'ai pris autour de ce que je connaissais, hein, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est juste d'éveiller le truc. Ça voudrait dire quoi de prêter attention aujourd'hui, par exemple, à l'état du réseau fibre? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui pourrait le faire? Comment? Dans quelles conditions? Etc. Ça voudrait dire quoi de prêter attention à la fragilité de tel ou tel aspect, sachant qu'il y a des domaines dans lesquels c'est quasi industrialisé, cette attention, elle est semi-automatisée, puis il y a des domaines où c'est où c'est inautomatisable et où c'est compliqué de le mettre en place. Évidemment, je l'ai déjà évoqué un tout petit peu, le point c'est mais qui est-ce qui doit faire attention? Qui est-ce qui doit s'occuper de tout ça? Et une des grandes questions que pose la question de la maintenance, du soin des choses, de l'accompagnement, de la prise en compte de la fragilité, etc., mais c'est le boulot de qui? C'est le boulot de plein de gens. Mais il y a des débats. Et il y a la question de la reconnaissance de ces acteurs ou pas. Alors il y a une première manière de voir ça, la plus classique sur la maintenance en général, c'est de dire que c'est un sale boulot. C'est un boulot qui n'est pas reconnu, qui est mal payé, qui est fait plutôt par des gens qui sont tout en bas de l'échelle sociale. Et il y a des enjeux de reconnaître qu'il faut des financements, par exemple. Donc là, j'ai pris un exemple relativement récent où, après la découverte d'une faille, des acteurs comme Spotify, par exemple, se sont dit « oui, alors effectivement, on va mettre de l'argent là-dedans ». Du coup, Spotify et d'autres acteurs, hein, mais des grands, entre guillemets, de l'industrie du numérique, se sont dit « on rentre dans le jeu ». On prend une part de nos responsabilités, la financière simplement, hein, pour accompagner des activités de maintenance, de réparation de certaines failles numériques. Dans le monde de l'open source, par exemple, c'est un débat permanent. J'y reviendrai à la toute fin. Qui fait quoi? Comment est-ce qu'on s'assure que ce soit fait dans des bonnes conditions, etc. Donc il y a une première version qui est dans cette histoire de distribuer le travail et distribuer les responsabilités, de distribuer un sale boulot et de le reconnaître à peu près à sa bonne valeur, entre guillemets. Et puis il y a un autre enjeu qui est quasiment miroir de ça, qui est au contraire des gens qui disent non, mais moi je veux entretenir et réparer et vous m'empêchez de le faire. Apple, John Deere, etc., etc. Droit à la réparation. Je vais accélérer parce que j'aimerais bien qu'il nous reste du temps. Qui est une autre version qui est inversée, en fait. C'est-à-dire, au lieu que ce soit plutôt des gens en bas de l'échelle à qui on confie une sous-tâche, c'est des gens qui sont plutôt... alors, ça dépend, mais c'est plutôt du côté des consommateurs, en général, voire des petits réparateurs indépendants, qui revendiquent un droit à l'entretien et à la réparation et qui se battent contre des acteurs qui veulent garder alors, pour plein de raisons, mais notamment parce qu'une partie de ces activités de maintenance peuvent être aussi des vaches à lait dans certains domaines, ou parce que tout simplement ils ont une définition de ce que c'est que leur objet, de comment il doit rester, etc., et qu'il n'est pas question qu'il circule dans des états qui ne leur conviennent pas. On pourra rediscuter éventuellement de tout ça. Avant-dernier point que je voulais souligner, ça c'est un peu plus technique, je ne sais pas si c'est un point qui peut donner lieu à discussion plus que ça, c'est que en fait on se rend compte aussi que la maintenance c'est un opérateur de compréhension et de découverte de ce que sont les choses, dans un sens général. Alors je vais tout de suite aller du côté du numérique, parce que c'est vraiment passionnant dans le numérique. Si vous regardez les gens qui font de la software maintenance ou du legacy software, etc., et qui regardent...
en fait, ils sont sans arrêt en train d'essayer de comprendre ce que c'est que le code auquel ils ont affaire. Et ça c'est un truc tout récent, c'est autour de la CAF, et c'est autour d'un article qui est fait par une sociologue issue du CSI, Maria Lauzin, et des gens de l'INRIA, qui se sont penchés sur les conditions de production de ces outils-là, de ces outils qui automatisent nos relations à l'administration et surtout qui automatisent le droit, et qui montrent qu'en fait, le fait que ce soit sur du COBOL, qui est un grand classique de tout un tas d'outils, ça rend cet objet code difficile à comprendre et donc difficile à maintenir. Et il y a un travail de Messi Horala et Marisa Cohn, par exemple, qui raconte ça très bien dans un récent numéro spécial sur la maintenance et ses savoirs, qui disent qu'en fait, une grande partie des gens qui effectivement entretiennent du code travaillent à essayer de le comprendre avec des outils, des petits outils tests qui disent est-ce que ça continue de faire ce que ça dit que ça fait, etc. Et en fait, se retrouvent avec des objets tellement complexes, et c'est vrai des infrastructures en fait, les infrastructures en réseau, les infrastructures d'eau par exemple, une partie des gestionnaires continuent en faisant de la maintenance à découvrir où sont les choses, de quoi elles sont faites, etc. Il n'y a pas une connaissance parfaite de ces grands outils gigantesques, et la maintenance fait partie de ça. Donc, en fait, les mainteneuses, les mainteneurs sont des enquêteurs et des enquêtrices de comment les choses fonctionnent et de quoi elles sont faites. Ce qui est super important, parce que ça montre l'implication assez gigantesque, finalement, de ce que c'est que la maintenance. En sachant que, évidemment, si je regarde le qui de tout à l'heure, il se rejoue là, et qui connaît sur le software maintenance ou le legacy software, c'est qui connaît des vieux, qu'est-ce qu'on fait quand ils partent, comment on fait pour qu'ils partagent un peu leur savoir, etc. Qui connaît les centrales nucléaires des vieux, ils sont partis, merde. Qui connaît, c'est cette question-là de qui a ce savoir, qui est un savoir très spécifique et qui n'est pas complètement formalisable, est une question fondamentale. L'autre point, on le voit, c'est-à-dire qu'on parle de petits algos de la CAF et on parle de COBOL. En fait, cette forme d'enquête et de connaissance, c'est aussi quelque chose qui fait découvrir des interdépendances. C'est-à-dire que les choses reposent sur d'autres choses, qui reposent sur d'autres choses. Et l'enquête, la découverte aussi de ça, c'est, si on prend l'eau, ça fait découvrir aussi que le sol et les conditions de la pose sur de tels réseaux a une conséquence particulière. Et si on prend plein d'autres choses, on a exactement ce type d'exploration qui fait aussi découvrir des interdépendances, et que c'est rarement une chose, mais la chose et son milieu qu'il faut prendre en considération et qu'il faut prendre en compte. Dernier point avant de conclure, sur lequel je vais vraiment aller très vite, c'est jamais un statu quo, la maintenance, quelle qu'elle soit. On ne peut pas arrêter la matière, on ne peut pas arrêter le temps, et le temps, c'est ce qui se joue dans la matière. On fait 2 secondes de métaphysique comme ça, là, de bon matin. Tout le monde le sait, la science des matières aussi, c'est pas possible d'arrêter la matière. Et la maintenance, c'est très rarement, et jamais complètement une maîtrise totale des processus de transformation de la matière. Jamais. Par contre, il y a des situations dans lesquelles on aimerait bien au maximum essayer de faire croire ça, en faisant du remplacement au maximum, etc. Des situations où, quand on a des choses authentiques, on essaye de ralentir au maximum la dégradation. La Joconde, j'en parlais, qu'un collègue a étudié, on essaye de ralentir au maximum sa transformation, mais tous les gens qui s'occupent de la Joconde savent qu'elle est en train de changer. Et que surtout, elle est en train de disparaître. À un horizon lointain, mais elle est en train de disparaître. Donc on ralentit tout ça. C'est ce qu'on appelle des buffs dans l'effacement des graffitis, qui est un de nos objets de recherche. Donc là, on maintient un mur sans graffiti, par exemple. Bon, là, on ne le fait pas très bien, mais je cherche une illustration, j'ai un peu galéré. Et ça pose plein de questions super intéressantes, parce que notamment, justement, je reprends le code, ou je reprends les outils informatiques, mais le code en particulier, on se rend compte que pour maintenir un code, en général, il faut le transformer radicalement, sans arrêt, parce qu'il doit s'adapter à un nouveau standard, à tel infra qui a changé. Je parlais des interdépendances tout à l'heure. Maintenir un code, en général, c'est le changer. C'est surtout pas le laisser le même, par définition. Donc ça pose tout un tas de questions, là aussi, philosophiques et pratiques compliquées. Est-ce que ça reste le même code ? Jusqu'où ça reste le même code ? Jusqu'où est-ce qu'il faudrait peut-être laisser tomber ? Parce qu'en fait, le monde a tellement changé autour de ce code-là que le coût pour que ce code continue de fonctionner dans le monde tel qu'il est, et on n'a pas réussi, nous, à imposer le fait que le monde ne changerait pas ou collerait mieux à notre code qu'à celui-là. Et donc, ça pose des questions. C'est Mathieu Jacomi qui raconte ça dans un petit post de blog où il parlait de comment lui a participé à la communauté GEFI et à entretenir GEFI. Et il raconte super bien ce que ça veut dire et comment même lui, à un moment donné, à la fin, s'est dit, bon...
Est-ce que vraiment, est-ce que je continue? Est-ce que c'est toujours GFI? Parce qu'en fait, en maintenant GFI, on l'a complètement transformé, et peut-être que c'est plus tout à fait la même chose. Et donc, au pas de course un peu, mais je finis sur deux choses, parce que ça s'appelle numérique en commun. Des grandes questions sur la maintenance, et je pense qu'un des grands mondes, enfin un des grands domaines dans lequel la question de la maintenance est super intéressante, ce sont les communs, évidemment. Et les points peut-être sur lesquels il me semble que ça peut être intéressant de discuter, mais ça, enfin, c'est comment est-ce qu'on fait compter le travail, et notamment le travail très anodin, très routinier, de toutes petites tâches de la maintenance dans les communs. Donc déjà, faire compter le travail dans les communs, c'est pas évident. Tous ceux qui ont fait des burn-out dans la communauté le savent très bien. Parce que reconnaître que ce qu'on fait, c'est du travail, comme ça correspond pas tout à fait, pas du tout, à la tentative, et même le fait de tenir à la non-commodification des tâches, à sortir du modèle capitaliste, à sortir des métriques, etc. Alors en même temps, dans l'open source, par exemple, les métriques, on en a absolument partout, qui comptent justement les contributions, etc. Mais qu'est-ce qu'une contribution valable? Qu'est-ce qu'une contribution qui compte? Et comment est-ce qu'on fait compter intelligemment, peut-être sans quantifier, hein, mais la question de ces petites activités de maintenance, bah, c'est vraiment une question encore largement ouverte et assez passionnante. Et puis l'autre chose, c'est qu'évidemment, il faut aussi se rendre capable de discuter, de politiser autrement la maintenance, c'est-à-dire est-ce qu'il faut continuer de maintenir ces choses-là? Je parlais des interdépendances, ça veut toujours dire que quand on maintient quelque chose, on maintient ou on suppose qu'une autre chose est maintenue. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est coûteux ou pas? Je pense au travail de Nello Magalhães sur les routes, par exemple, sur les autoroutes, qui montre très bien comment maintenir les autoroutes, c'est plus coûteux que les déployer, en fait, et c'est plus coûteux en ressources, et notamment en béton. Et que c'est et en sable, et c'est quasiment un flux, et en gros, ce qui va avec le fait que les autoroutes existent, c'est finalement un coût monumental environnemental. Mais c'est pas que les autoroutes matérielles, c'est ce qu'on fait des autoroutes. C'est le fait que la logistique soit principalement routière, etc. etc. Donc c'est un des exemples. Bon, si on fait l'intelligence artificielle, bah là, on vient d'ouvrir, on réouvre 3 Mile Island, donc vous savez de quoi on parle. Mais il y a plein de domaines dans ces cas-là. Ce sont tout un tas de choses très compliquées. Il n'y a pas de solution toute faite du tout. Mais la débattabilité de ça, la capacité d'en discuter, elle passe par la prise en compte concrète de ce que font les mainteneuses et les mainteneurs. Vraiment. Je m'arrête là avec 5 minutes de bourre par rapport à ce que j'avais imaginé, mais on a un peu de temps pour discuter, donc n'hésitez pas. Clément va pouvoir passer le micro. Merci pour votre attention. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai une question. Enfin, moi, je travaille sur les problématiques de sciences ouvertes, donc la question des infrastructures est très importante puisque l'idée, c'est de pérenniser l'ouverture des artefacts scientifiques. Pour faire simple, et aussi à l'aune de ce que vous montrez, une problématique importante, c'est aussi en fait que la science ouverte, ça repose sur le fait de faire une partie de la maintenance par les mêmes personnes qui produisent les artefacts, donc les chercheurs. Et c'est pas forcément évident puisqu'on a des personnes de disciplines extrêmement différentes. Donc pour leur faire, enfin, elles n'ont pas toutes la même compréhension ou la même volonté de faire ce travail de maintenance qui ne fait pas forcément partie de leur culture. Et donc je voulais avoir votre avis à la fois en tant que chercheur et chercheur sur ce sujet est-ce que ça fonctionne de faire le travail de production et de maintenance par les mêmes personnes, en particulier sur ces problématiques-là? Oui, c'est une super question. Donc le chercheur vous dira non. Oui, voilà, je m'en doutais un petit peu. Non, c'est pas tout à fait. Enfin, alors en fait, j'ai peu évoqué ça, mais en fait, il y a une question assez monumentale derrière qui est qu'est-ce que c'est que la chose qu'on a produite, quoi. C'est une question d'ontologie, pour le dire avec des grands mots. Est-ce que j'ai produit un résultat de recherche et après c'est un résultat de recherche? Voilà, ce sont des données, et donc je m'arrête là. Et après, ça devient autre chose, un truc partagé, etc. Et c'est d'autres gens qui doivent s'en occuper. Ou est-ce que j'ai produit quelque chose dont je suis responsable dans le temps et que je dois continuer d'accompagner, etc. Voilà. Mais bon, il y a des gens qui ont cette question-là avec leurs enfants, par exemple. Donc c'est pour ça que la question du care est une question fondamentale, ou avec leurs parents.
C'est très compliqué, mais je pense que ça se joue là, c'est-à-dire ça se joue, et du coup, c'est un chantier monumental, c'est-à-dire c'est un chantier interdisciplinaire, etc. C'est qu'est-ce que vous avez produit? C'est-à-dire faire réfléchir aux chercheurs à cette question-là. Qu'est-ce que vous avez produit? Avec quel argent? Dans quelles conditions? Et une fois qu'on tire ça, effectivement, ça joue la question de quel est le type de financement qui consiste à dire que, etc. Et si on prend la question de la science ouverte, cette question de qu'est-ce qu'un résultat, qu'est-ce qu'une donnée, moi qui fais de l'ethnographie, par exemple, j'ai eu des débats notamment avec Lionel Morel pendant longtemps sur ces questions-là, parce que le fait de transformer une observation, une note de terrain, et même un entretien en une donnée, dont il va falloir après prendre soin, donner les conditions pour qu'elle soit partagée, etc. Juste ça, déjà, c'est une transformation, en fait. C'est une transformation légale, c'est une transformation matérielle. Et donc les gens qui résistent aussi en partie à ça, c'est aussi parce qu'ils résistent à cette traduction qui est faite de leurs matériaux d'enquête, par exemple. Et puis après, non, il y a aussi des enjeux vraiment des responsabilités ou de responsabilités à faire. Donc il y a plusieurs enjeux, mais ils se jouent, je pense, vraiment au cœur de chaque discipline et au cœur de la pratique scientifique. Donc il faut leur refaire faire de l'histoire des sciences, techniciens invisibles et compagnie, et leur remontrer qu'en fait, ils n'ont pas fait tout seuls, déjà, et que donc peut-être qu'ils peuvent entretenir en partie avec d'autres. Et puis, bon, il y a presque un enjeu d'éco-conception, entre guillemets, c'est-à-dire de penser après les pratiques même de recherche, dans certains cas, comme des choses qui sont déjà partageables en tant que coulisses aussi de leur pratique scientifique. Mais bon, c'est vraiment pas une mince affaire, évidemment. Merci beaucoup pour ton intervention et aussi pour le livre. Il faut absolument le lire. Il est à la librairie, là, il est ultra réussi. Je le signe gratuitement. Il est extrêmement emballant et super fertile. On vit avec pendant des mois. Après, c'est horrible. Merci. Donc, non, mais vraiment, je voulais 3 mini-réactions. C'était intéressant quand tu viens de dire il faut comment on retrouve les vieux qui ont codé. Et moi, j'ai envie de dire comment on retrouve les jeunes qui ont codé, qui ont pivoté 3 fois, qui ont été embauchés par Amazon, qui sont allés élever des chèvres. Et voilà, donc il faut... L'exemple que je mets à contribution en contexte NEC, c'est sur les 20 dernières années, les cartos de la médiation numérique. Il y en a énormément sur lesquels on a fait des efforts un peu partout, les régions, l'État, machin, etc. Et il y en a à peu près aucune qui a passé le cap de la maintenance, parce que tout simplement, il fallait les moyens humains pour ça, il fallait les standards pour ça. Et dans les efforts récents, en fait, il y a plutôt eu un effort sur l'interopérabilité que des garanties sur le long terme. Et moi, je me demande en fait comment on convertit ce qu'il y a dans vos travaux sur le soin et sur la maintenance, comment on convertit ça en pistes pour qu'est-ce qu'on enseigne et pistes pour où est-ce qu'on met de l'argent. Puisqu'en réalité, un des énormes sujets cachés derrière, c'est on met l'argent sur j'allais dire, la construction des autoroutes et on la met absolument pas sur l'entretien des routes. Et en fait, pourtant, c'est plus cher. Donc pourtant, on devrait concevoir le fait que investir, ça inclut le reste. J'ai une question plus particulière, et j'ai une seule question, qui est l'épreuve des crises, en fait. Pour moi, on est dans un contexte dans lequel le numérique d'aujourd'hui est luxueux, on ne peut pas se le payer, et il ne passe pas le cap de la plupart des situations de crise tout à fait certaines qu'on a dans les pas beaucoup d'années devant nous. Et donc, ce qui veut dire qu'une partie des réponses, c'est la bricolabilité, la réparabilité, etc. J'ai pas entendu trop maintenabilité. Mais une partie du sujet, c'est... alors voilà, moi je trouve que ce concept d'épreuve est peut-être intéressant par rapport... et c'est peut-être qu'il se joue aussi avec ton exemple Covid. C'est le fait de dire, dans cette situation-là, comment on fait, voilà.
Ouais, c'est une très vaste question qui est très importante parce que notre premier réflexe a été vraiment de se dégager de ça justement pour plein de raisons. Et notamment parce qu'il y a un terme qu'on déteste et qui nous pose problème, qui est celui de la résilience. Qui est un terme qui est partout. J'ai dit que c'était différent de réparation, mais c'est différent de résilience aussi. La résilience, la définition de la résilience, c'est la résistance à un choc. Mais la résistance, au sens, voilà, ça rebondit et ça revient. Et précisément, penser en termes de réparabilité ou maintenabilité, c'est pas du tout la même chose parce que ça accepte notamment qu'il va y avoir transformation et ça accepte que l'idée n'est pas de produire une forme alors après on joue avec les mots parce qu'on peut appeler ça la résilience aussi, c'est pas très grave, mais ça accepte la bricolabilité effectivement et ça engage des choses du côté de la conception qui sont un peu différentes que la question de la résilience et la préparatedness aux crises, qui a été très bien discutée parce que c'est quelque chose qui vient beaucoup du monde militaire et qui est en fait qui va faire un tri entre infrastructures je me souviens plus le terme, j'ai oublié, mais vitales et pas les autres, etc. Et c'est vrai que le Covid a été une bonne occasion de se dire ah oui, qu'est-ce qu'on va retenir de cette histoire-là? Et tous les acteurs et les actrices qu'on a interrogés avaient ça en tête. Qu'est-ce qu'on va retenir pour plein de personnes, et notamment ceux qui ont décoré les gens importants, on a retenu Guillaume Rosier. Si on prend data Covid, on a retenu Guillaume Rosier. Pourquoi pas? Parce qu'il a fait des choses super intéressantes. Mais en fait, ceux qui sont à l'administration, alors il les a beaucoup loués, il a beaucoup dit que c'était important, mais ils l'ont quand même un peu en travers de la gorge parce que la manière dont eux se sont mobilisés, le type de travail qui a été mis en œuvre, le type de manque qui a été révélé dans cette situation-là, et le fait qu'en plus on sait que ça va revenir d'une manière ou d'une autre, entre guillemets, on a l'impression que ces leçons-là sont pas du tout ressorties. Donc là, il y a plusieurs choses, mais c'est vrai qu'une des questions assez fondamentales de cette question des crises, c'est la question de ce qu'on appelle le rétex, quoi. C'est-à-dire, c'est le retour d'expérience qu'on fait d'une crise, qui est un grand classique en gestion des infrastructures. Qu'est-ce qu'on se raconte et qu'est-ce que ça permet d'apprendre, de comprendre. Et pour discuter aussi avec les gens d'RTE, j'avais expliqué que dans la maintenance professionnelle, les mainteneurs, c'est ce que raconte Julian Orr sur les mainteneurs de photocopieurs, ils produisent de la connaissance en se racontant des histoires. Ils partagent des histoires. Et ils les partagent au sandwich, machin, etc. C'est pas dans les documents officiels, etc. Ils se racontent des trucs. Ils se disent, ah, machin, etc. Et puis ils déconnent, mais c'est comme ça qu'ils savent et qu'ils font communauté. Et là, une des personnes, un des responsables de la maintenance chez RTE, disait ah oui, c'est vachement intéressant parce que dans les rétex, justement, en fait, on fait tout sauf ça. C'est-à-dire qu'on a tout, on a des cadres, des machins. On a dit ouais, on fait ça, d'accord. Donc il faudra faire ci, donc il faudra faire ça. Mais quasiment le plus important passe complètement entre les mailles de ce qu'on pourrait apprendre des situations de crise. Donc là, il faudrait réinventer des formes de préparation à la crise qui sont pas trop militaires et qui mettent plutôt en avance maintenabilité, réparabilité, bricolabilité que d'autres versions de ce qu'on appelle la résilience. Et puis il faudrait aussi imaginer des formes de circulation de la connaissance et de production de connaissances post-crise qui sont encore loin d'être... parce que la crise identifie des héros, quoi, pour le dire aussi simplement que ça. C'est des situations dont on a été sauvé. Et ça, c'est problématique. Pour témoigner, on est une coopérative de développement web et on a un tiers de notre chiffre d'affaires qui est la maintenance. Et avec la photo du pilier en béton, on peut se demander, quand on code pas, donc pardon, j'enfonce des portes ouvertes pour les gens qui codent, mais il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'eau dans le code, donc pourquoi ça pourrirait en fait? C'est un objet abstrait qu'on peut imaginer un peu pur. Et quand tu as expliqué tout à l'heure, tu as dit tout bouge autour. Ce qui est évidemment vrai. Le reste du code peut être assimilé à de l'eau ou du vent et venir éroder notre code, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on est nous-mêmes notre propre vent, notre propre eau, et en fait, ce qui va causer le bazar dans le code, le pourrissement du code, Robert Martin parle de pourrissement, et c'est l'incapacité des développeurs et développeuses, c'est-à-dire qu'on n'est pas bon. Et on fait du mauvais code et on pourrit notre propre base de code en intervenant. Et donc derrière la maintenance, derrière la question du soin, il y a la question de l'artisanat et la question de la qualité. Et donc cette idée que ce sont des gens qui ne savent pas très bien coder qui font la maintenance, mais c'est vraiment un très très grand mal. Il faut au contraire que la maintenance soit une des choses les plus nobles d'une vision artisanale du développement.
Et dans ce chiffre d'affaires, chez nous, il est au forfait. Il y a un truc qui est derrière qui peut peut-être éclairer des business models, c'est que le ticket, c'est la valorisation de la médiocrité. Plus le code est pourri, plus on vend de tickets. Le forfait, c'est la valorisation de la qualité. C'est-à-dire que nous, on sera payé la même chose, c'est 15% du coût de code initial, du coût de développement initial. On sera payé la même chose en maintenance. Si on a bien codé, on y passe peu de temps. Donc tant mieux, on peut faire d'autres choses. Si on a codé comme des cochons, eh ben on va y passer des heures à réparer nos bazars, à venir maintenir, optimiser, etc. Donc voilà, je voulais juste contribuer ça. On peut vendre la maintenance en forfait, 15% de TMA, ça choque personne. Et ensuite, si on considère que la maintenance fait partie du processus à la fois d'apprentissage et de soins quotidiens, eh ben on a une chance d'aller vers du développement comme un artisanat qui peut être d'art éventuellement, mais comme un artisanat et d'avoir des objets qui durent longtemps. Voilà, c'était ma contribution. Merci, oui, c'est très très intéressant et très important parce qu'avec des modalités de financement et la détiquettisation de l'activité de maintenance, c'est un enjeu fondamental et qui est discuté dans plein de domaines. Ouais. C'est vraiment c'est extrêmement important. Et la responsabilisation du coup avec un forfait qui est capé. Merci, on s'arrête là pour laisser la place au suivant. Un grand merci.